ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, en fait, ce qui est important pour s'assurer d'avoir un retour à l'entraînement réussi, parce que, bon, c'est sûr qu'on n'a pas encore officiellement le OK pour reprendre l'entraînement régulier. On espère que ça va venir bientôt. Mais il y a quand même des précautions à prendre là, parce que ça fait presque 3 mois là, qu'on n'a pas fait l'entraînement. Donc, ça va être important de considérer plusieurs choses pour que ça fonctionne bien. Tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est valable pour la situation qu'on vit actuellement en lien avec le COVID-19, mais c'est aussi valable pour des retours à l'entraînement suite à des blessures ou à des arrêts prolongés pour X, Y, Z raisons. Donc, c'est un peu le même processus qu'on va mettre en place à ce moment-là. Simplement qu'actuellement, ben, c'est tout le monde un peu qui est dans le même bateau par rapport au retour à l'entraînement. Donc, on va parler un petit peu de la croissance. On va parler aussi des préventions de blessures, de l'importance de bien se préparer physiquement. Je vais glisser un petit mot sur le développement personnel. Je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que je veux dire par là, puis pourquoi je considère que c'est quand même quelque chose d'important. La notion de progression pour le retour à l'entraînement, il y a des petites clés importantes à considérer et je sais que les fédérations ont vraiment bien fait leur travail là, par rapport à ça. L'importance de la visualisation à travers le processus. Le plaisir à l'entraînement, évidemment, c'est un facteur tellement important pour pouvoir être motivé et continuer de s'entraîner dans notre sport. Les encouragements, ça, c'est peut-être un petit peu plus le rôle des parents et des entraîneurs, comment on peut encourager, soutenir nos enfants là-dedans. Et évidemment, bon, la motivation qui découle un petit peu de tout ça. Donc, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez m'arrêter et me les poser. Il n'y a aucun problème avec ça. OK, parfait. Alors, pour la croissance, c'est important de comprendre que, on entend souvent parler, par exemple, que les sports comme la gymnastique ou, bon, la trampoline, peut-être un petit peu moins, mais la gymnastique qui retarde la croissance parce qu'on s'entraîne beaucoup. Puis, bon, les athlètes ont tendance à être plus petites ou plus petits aussi dans ces sports-là. Mais il faut savoir que les études ne sont pas très claires à ce niveau-là pour dire que le sport ralentit ou cause un retard de croissance. Mais c'est bien que, parce que ces sports-là nécessitent que les athlètes soient plus petits. Donc, c'est normal qu'on retrouve des athlètes de plus petite taille dans ces sports-là. Par contre, on sait une chose. Quand on s'entraîne beaucoup, beaucoup d'heures, c'est pareil même quand on va à l'école pendant l'année, quand on s'entraîne beaucoup, beaucoup d'heures, bien, le corps il est occupé à fournir l'effort de l'entraînement puis à récupérer des entraînements comme n'importe quelle personne. Un adulte aurait le même besoin de récupération. Simplement qu'un athlète, un enfant qui est en croissance, bien, le corps a besoin de travailler plus fort pour grandir. Donc, si l'énergie est mise à l'entraînement, bien, c'est un petit peu moins mis au niveau de la croissance. Puis pourquoi je fais le parallèle avec l'école? Bien, c'est qu'on le voit, tu sais, même quand on termine l'école en juin puis qu'on reprend en septembre, souvent pendant l'été, on dit que les enfants poussent comme de la mauvaise herbe. Bien, on voit que ce phénomène-là est quand même présent. Et là, en ce moment, bien, il l'est aussi en raison du sport. Bien, évidemment, de l'école qui est pas présent, mais il est en raison du sport qu'on a arrêté depuis 3 mois presque. Donc, on sait que le corps va utiliser cette énergie-là pour nous aider à grandir plus vite, ce qui est quand même pas une mauvaise chose en soi. C'est juste qu'il faut en être conscient. Et moi, je dis toujours à Amelia, je dis, Amelia, il y a une chose qui est sûre, là, si tu grandis, là, vas-y, grandis vite, après ça, on va s'entraîner. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a beaucoup de blessures qui peuvent être liées à la croissance. Comme par exemple, il y a une blessure au genou qui s'appelle le Osgood-Schlatter, qui est une blessure qui est vraiment là, très, très systématiquement liée au processus de croissance et qui fait en sorte qu'il y a des douleurs au genou là, qui persistent de façon intermittente, qui peuvent même empêcher les athlètes ou les jeunes de faire du sport ou de s'entraîner. Et une fois que la croissance elle est terminée, mais cette blessure-là, généralement, si on n'a pas exagéré, évidemment, dans l'entraînement, cette blessure-là va se résorber un petit peu d'elle-même par la suite. Donc, la croissance, c'est une bonne chose que ça se fasse. Par contre, bien là, on sait que ça va s'être fait probablement. Puis vous l'avez peut-être remarqué chez vos enfants aussi de façon un petit peu plus accélérée en ce moment.
Je dois quand même parler d'une chose importante quand même concernant la croissance, parce qu'on a des sports technico-artistiques, beaucoup, là, je sais, dans les gens qui nous écoutent aujourd'hui. La croissance va souvent signifier aussi un certain gain au niveau du poids, ce qui fait en sorte que le corps va être plus lourd au retour à l'entraînement. Donc, il faut juste en être conscient et porter une certaine attention pour voir jusqu'à quel point ça peut avoir un impact et peut-être ajuster l'alimentation s'il y a lieu. Et là, je veux vraiment faire attention parce que je ne veux pas amener personne avec des catastrophes alimentaires non plus, là, c'est pas ça le but, mais c'est juste de savoir que c'est un facteur à considérer. Et si vous avez des questionnements ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter un ou une nutritionniste sportif qui peut vraiment aider à ce niveau-là pour ajuster l'alimentation en fonction des changements qu'il y a eu dans le corps, puis au changement aussi de niveau d'activité physique qu'on fait un peu moins en ce moment jusqu'au retour à l'entraînement normal. Ça, c'était mon petit mot là, sur l'aspect un peu plus du poids. Pour ce qui est des changements que le corps va vivre, pour les athlètes, vous allez voir que peut-être que vos repères dans l'espace vont avoir changé un petit peu quand vous allez retourner faire vos mouvements. C'est vrai pour les sports un peu plus acrobatiques, mais ça peut être vrai aussi pour un tir au hockey. Je prends l'exemple de Philippe. L'autre jour, il a quand même beaucoup grandi, là, pour ceux qui connaissent mon garçon Philippe. Et il est retourné faire des tirs dehors, puis il trouvait que son slapshot n'était pas efficace parce qu'il avait un peu perdu ses repères au niveau du positionnement de ses pieds. C'est un détail, mais une fois qu'on sait que ça peut arriver, on ne se décourage pas, puis on se dit, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma technique, mais il faut juste que je retrouve mes moyens, que je le corrige. Évidemment, les entraîneurs sont là pour nous aider là-dedans. Donc, ça va arriver. Ça va arriver que notre sens spatial va avoir un peu changé aussi et on va devoir s'adapter à ça. Et il y a plein d'athlètes là, qui reviennent de blessures souvent, puis ça se passe vraiment bien. Il faut juste être conscient qu'il y a ces changements-là qui sont à gérer. Et quand on le sait, bien, on le fait progressivement, puis ça va bien, puis on s'encourage aussi là-dedans. On saute tout de suite au deuxième point qui est la prévention des blessures. Bien, prévention des blessures. Évidemment, il y a un lien à faire aussi avec la croissance, puis au fait que notre conditionnement physique n'a peut-être pas été aussi intense que normalement dans les dernières semaines. Donc, notre corps n'est plus tellement habitué à faire des efforts et à faire aussi des impacts. Puis ça, c'est à peu près bon pour toutes les disciplines sportives. Qu'est-ce que je veux dire par impact? Bien, ne serait-ce que juste de sauter, de courir, de faire de la musculation avec des sauts. Mais ça, c'est des impacts que le corps n'est plus habitué à faire si on n'en a pas fait dans les dernières semaines. Donc, il faut réhabituer le corps avec ça. Si on parle des sports comme la gymnastique ou même le trampoline, on le sait, trampoline, quand on revient de vacances, il y a des douleurs au dos quasiment toujours parce que le dos n'est plus habitué de supporter les sauts dans la toile. Quand on parle de gymnastique, bien, c'est les poignets. Tout ce qui est les impacts au niveau des poignets, ça va être difficile de le reprendre. Il faut savoir qu'il faut entraîner ces impacts-là sur nos poignets ou sur nos chevilles. Et c'est ce qu'on fait aussi pour ceux qui font les entraînements Zoom avec moi. Là, on en fait souvent des sauts sur les mains. Là. C'est exactement pour cette raison-là qu'on le fait pour ramener un peu les impacts progressivement. Je sais que la prévention des blessures dans les clubs sportifs, c'est vraiment de plus en plus installé. On fait beaucoup d'exercices de stabilité puis de mobilité avec des physiothérapeutes, par exemple, qui vont préparer vraiment des petits programmes spécifiques, là, et c'est vraiment présent. Alors, si vous avez de ces programmes-là que vos entraîneurs vous ont déjà donnés ou que les préparateurs physiques avec qui vous travaillez vous ont proposé, bien, réutilisez ces petites choses-là et faites-les à la maison de façon régulière. Ça va vraiment aider au niveau de la prévention des blessures. Ça, c'est un point important que je voulais vous dire. Si vous aviez eu des vieilles blessures ou des blessures qui n'étaient pas tout à fait guéries avant le confinement, bien, vous allez devoir porter attention à ces petits pièges-là au retour, puis peut-être être conscient de revenir avec des routines de conditionnement, d'échauffement qui vous aidaient. Ça va être important de le faire. Et aussi de ne pas prendre à la légère au retour quand vous sentez que vous reprenez l'entraînement puis qu'il y a une douleur persistante plus que 2-3 jours.
avisez vos parents, votre entraîneur, prenez pas ça à la légère, puis réajustez le tir ou consultez un physiothérapeute ou un professionnel de la santé que vous avez l'habitude de consulter pour ne pas laisser traîner ces blessures-là là, au retour, très important. Mais peut-être chose super positive, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on peut faire dès maintenant pour prévenir les blessures. OK? Puis la chose numéro 1, c'est d'essayer de maintenir un certain volume d'entraînement au niveau du conditionnement physique. C'est le meilleur atout que vous pouvez faire pour le moment. Bon, justement, ça revient au troisième point, la préparation physique. Pourquoi c'est important la préparation physique? C'est parce que ça le dit. Ça prépare votre corps à l'entraînement. C'est pas tout le monde qui aime ça, même que c'est assez rare que les athlètes aiment. Amelia, vous ne la voyez pas, là, mais elle fait une grimace en ce moment. Amelia n'aime pas particulièrement faire la préparation physique, mais c'est nécessaire et c'est comme ça pour tous les athlètes dans tous les sports. C'est pas une partie que vous aimez particulièrement parce que ce que vous aimez faire, bien, c'est votre sport. Puis depuis 3 mois, ce qu'on fait, c'est pratiquement que de la préparation physique à la maison. Donc, c'est sûr que vous êtes tanné d'en faire, mais il faut garder le focus. Je vous encourage à peut-être trouver des façons différentes d'en faire, d'aller faire du vélo en famille, une petite randonnée de 20 km, ça fait un bon entraînement cardiovasculaire, de peut-être nager dans la piscine tous les jours, c'est une bonne chose aussi. Donc, il y a plein de façons de préparer notre corps à l'effort de l'entraînement. Bien évidemment, ce que je vous ai dit là, ce n'est pas spécifique sur votre sport. Par contre, c'est toujours valable. Mais il faut aussi intégrer des entraînements plus spécifiques avec un professionnel ou votre entraîneur qui va vous faire des programmes ou qui va le faire ça via Zoom ou dans les parcs. Maintenant, on peut aller commencer à faire des entraînements dans les parcs, des entraînements de groupe. Ça peut être super motivant aussi pour se pousser un petit peu, se challenger physiquement. Donc, c'est sûr qu'on veut mettre tous les atouts de notre côté pour qu'on puisse arriver le plus près possible physiquement tant qu'on peut le faire parce que, bon, le spécifique au sport, bien ça, on peut pas sentir le coup de patin sur la glace tant qu'on ne met pas nos patins dans nos pieds et qu'on n'est pas sur la glace. On ne peut pas sentir le mouvement aérien d'un salto tant qu'on ne le fait pas officiellement dans le gymnase. Par contre, bien, préparer nos muscles, préparer notre système à supporter un entraînement, bien ça, on peut le faire dès maintenant. Puis, une autre chose quand même importante à comprendre, c'est que pour votre préparation physique, on veut toujours être un niveau en haut de ce qu'on a besoin pour faire notre entraînement. Alors, on en fait rarement, jamais trop de la préparation physique parce que ce qu'on veut, là, c'est devenir meilleur physiquement que ce que notre entraînement demande. Comme ça, quand on est à l'entraînement, bien, on peut se concentrer sur les aspects techniques de notre sport, puis on devient beaucoup plus performant et on évite d'avoir des plateaux. Parce que dans notre apprentissage, dans notre sport, habituellement, bien, on va se progresser comme ça, puis à un moment donné, ça se peut qu'on ait un plateau, puis des fois, on baisse un peu ou le plateau dure un peu plus longtemps. Mais si physiquement, on a tout ce qu'il faut pour bien performer dans notre sport, mais ce que ça va faire, c'est que ça va monter comme ça, puis les petits plateaux, ils vont peut-être être moins longs ou peut-être inexistants même, parce qu'on est prêt physiquement à supporter tout ce qu'on a à faire. Tu sais, si on prend un exemple d'un entraînement de gymnastique, là, que ça peut être quand même assez imposant comme type d'entraînement. On peut avoir une vingtaine d'heures d'entraînement dans une semaine. Donc, vous comprenez que la condition physique nécessaire pour supporter 20 heures d'entraînement, c'est quand même, il faut être en forme. Il faut être top shape pour être capable de bien s'entraîner. Ça, c'est quelque chose que je trouve important à comprendre, qu'il faut se préparer à s'entraîner parce que souvent, on pense qu'il faut se préparer à compétitionner. Oui, c'est vrai, parce que ça, c'est ton entraînement un peu plus technique qui va te permettre ça. Mais te préparer à t'entraîner, c'est aussi extrêmement important. Puis c'est vraiment un secret pour arriver à durer longtemps dans notre sport puis à éviter les blessures. C'est d'être vraiment prêt physiquement pour notre entraînement. Ceux qui ont reçu un programme de ma part ou qui ont fait les entraînements Zoom avec moi, vous savez que je vous encourage vraiment à en faire toujours un petit peu plus que qu'est-ce qu'on fait ensemble. Puis j'ai fourni des calendriers aussi d'entraînement hebdomadaire. Puis il y en avait beaucoup, là, des heures d'entraînement. Mais pourquoi il y en avait beaucoup? Bien, c'était pour ça, pour préparer votre corps à faire tout le volume d'heures d'entraînement que vous faites normalement.
Puis inquiétez-vous pas, là, j'en ai mis un petit peu plus que ce que le client demande dans vos heures parce que je sais très bien que habituellement, si j'en mets 15, on va peut-être en faire 2, 2 de moins, 3 de moins, ou à la plupart du temps, c'est comme ça. Donc, je ne me gêne pas de dire qu'on en fait un petit peu plus. Puis dans ce contexte-là, je n'ai pas de crainte qu'on soit dans ce qu'on appelle le surentraînement. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver à ce point-ci parce qu'on est déjà dans une zone d'entraînement réduite en étant à la maison et on n'a pas beaucoup d'impact non plus sur les articulations. Par contre, en parlant d'impact, un petit élément à considérer, comme c'est le cas pour n'importe qui, athlète ou non, qui commence à faire, par exemple, de la course pour une certaine distance, il y a un processus d'habituation à faire pour les impacts de course. Sinon, on risque de développer des blessures comme les périostites, des douleurs aux genoux, des douleurs aux pieds. Alors, on y va progressivement. Puis, je vais vous parler de comment progresser tout ça très bientôt là, dans la phase progression tout à l'heure. Donc, la progression, là, la course, c'est un petit piège là, que je précise un peu là, de se lever puis de dire « OK, aujourd'hui, je cours 3 km. Si on n'a pas couru depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, ça risque d'être dur pour le corps. Par contre, de commencer avec 1 km, un tour de bloc, d'y aller comme ça par étapes, notre corps peut s'habituer et ça va relativement bien. Développement personnel. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Bien, en fait, c'est que on sait, comme on ne sait vraiment pas combien de temps encore on va être dans le confinement à la maison, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire notre sport. J'attire votre attention sur le fait qu'on peut saisir cette occasion-là pour apprendre plein de choses. Moi, j'appelle ça du développement personnel. C'est tout ce qui est des facteurs indirects à la performance sportive. Par exemple, l'organisation de son temps. Être capable de comprendre que si je me couche tôt, bien, j'ai des meilleurs entraînements. Savoir que mon alimentation, mon hydratation a un impact sur comment je me sens quand je fais de l'exercice, quand je m'entraîne. Se questionner sur ses objectifs. Est-ce que le fait d'avoir arrêté mon sport là, de façon obligatoire pendant ces 3 mois-là, ça me fait réfléchir sur mes objectifs d'entraînement? Est-ce que j'aime toujours mon sport? Des fois, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Ou c'est le fun, ça m'a permis de passer du temps en famille que j'ai peut-être moins le temps habituellement. Donc, il y a tout plein de questionnements, il y a plein d'apprentissages qu'on peut faire. Puis moi, je cadre ça dans la partie développement personnel. Et quand on vit des situations comme on vit en ce moment, bien, on a le temps de réfléchir à ça ou de s'informer par rapport à ça, de s'éduquer. Parce qu'on n'a pas le temps souvent dans l'année quand on fait une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine, avec l'école, les compétitions, tout ça, bien, on n'a peut-être pas le temps d'aller chercher cette information-là puis de bien comprendre puis de s'éduquer à ce niveau-là. Quand je parlais d'organisation du temps, par exemple, bien là, en ce moment, je pense que la plupart des enfants ont de l'école à la maison et ont à vivre de gérer les courriels, de gérer les Zooms, de gérer les séances sur Teams. C'est quand même un apprentissage, je dirais, majeur là, d'être capable de gérer cette information-là pour soi-même. Et c'est quelque chose qui est utile vraiment beaucoup dans le sport. C'est parce que plus on avance dans le sport, plus on a à travailler avec différents intervenants. Par exemple, moi, en préparation physique, je dois travailler des fois conjointement avec une nutritionniste, un préparateur mental, une équipe d'entraîneurs complète au niveau technique avec l'athlète. Et souvent, on va communiquer via des courriels pour faire des rencontres, pour prévoir les plans d'entraînement. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment utile de savoir dans le fond, travailler avec ces courriels-là à partir de maintenant et pour la suite des choses. Ça facilite vraiment la communication. Ça permet d'être beaucoup plus efficace dans l'entraînement parce que, bon, moi, je suis quelqu'un qui va faire beaucoup des suivis auprès des jeunes, mais il y a certains professionnels qui vont vraiment attendre que ce soit le jeune qui fasse le suivi et qui pose des questions et qui demande des rendez-vous. Ce qui fait en sorte que d'être autonome et de comprendre comment tout ça fonctionne, c'est un grand atout selon moi. Et il y avait beaucoup aussi de contenu de formation qui était proposé par les fédérations, par les différents clubs sportifs, par plein d'organismes sur
l'importance des autres aspects de l'entraînement, l'alimentation, le sommeil, la visualisation, tout l'aspect préparation mentale aussi. Là. Il y a encore plein de choses de disponibles si vous ne l'avez pas fait et que vous voulez le faire pour vous-même, pour encadrer votre jeune ou encore les athlètes qui nous écoutent. Là, si vous voulez aller chercher de l'information, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire ou me poser des questions de toutes les façons possibles par courriel, Messenger, peu importe. Et je vais vous diriger vers la bonne information si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que peut-être que vous vous dites « Ah, ben, je ne vois pas comment ça peut m'aider, je dors déjà bien, je mange déjà bien », mais souvent, on peut améliorer des petites choses, des petits détails, puis plus on avance dans la haute performance, plus on avance dans le temps, plus ça devient important, ces petits détails-là. Tu sais, celui qui remporte la médaille d'or, là, souvent, c'est celui qui a fait attention à tous les petits détails puis qui a compris l'importance de tout ça au final. Donc, plus jeune on l'apprend, bien, plus on crée ça comme habitude, puis plus on maximise notre entraînement aussi, ça va. Vous seriez étonné de savoir à quel point ça a un impact majeur sur l'entraînement. Maintenant, on va parler de la progression. Pourquoi je veux vous parler de la progression? Bien, en fait, c'est simplement de savoir que si vous retournez à l'entraînement demain matin et que vous attendez à être à 20 heures d'entraînement, si c'est 20 heures d'entraînement que vous faisiez auparavant, vous allez être malheureusement surpris dans le mauvais sens parce qu'on va demander aux athlètes de reprendre progressivement. Chaque fédération a vraiment fait un plan de retour à l'entraînement, évidemment, qui comporte les règles d'hygiène pour l'utilisation des espaces d'entraînement, mais aussi une progression pour éviter les blessures, éviter le découragement aussi, ça c'est une chose importante, puis faire en sorte d'y retrouver aussi un plaisir à revenir à l'entraînement. Parce que je ne vous cacherai pas que d'un point de vue physique, ça ne sera pas nécessairement facile de revenir. Pourquoi? Bien, parce qu'on sait, là, dans la littérature scientifique en entraînement, on sait que à partir de 2 semaines d'arrêt d'entraînement ou d'entraînement d'une qualité physique, peu importe laquelle, on commence à avoir des diminutions de notre performance. Donc là, on est à 3 mois. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas irrécupérable. Il y a plein d'athlètes que j'ai encadrés dans le passé et que j'encadre encore qui sont en retour de blessure, puis c'est des arrêts des fois de plus que 3 mois. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir qu'on est capable de réussir ce retour à l'entraînement-là, mais il faut savoir gérer la progression de façon intelligente et que tout le monde, on s'entende sur la façon de le faire. Donc, c'est pour ça que les fédés ont demandé de préparer, ont préparé en fait des plans de retour et qu'ils ont soumis la plupart aux entraîneurs. J'ai vu celui, par exemple, de Gymnastique Québec. Je sais que le plongeon fait pareil. Donc, tout le monde a travaillé sur ça. Et il y a une petite règle magique qui est bonne pour tout le monde dans tous les sports. On dit qu'il faut avoir une progression d'environ 10% par semaine au fil de notre retour à l'entraînement ou de notre progression pour assurer une zone d'entraînement sécuritaire. Donc, c'est possible qu'on commence, par exemple, par faire 2, 3, 4 heures d'entraînement au départ. Là, il y a un ratio qui est calculé par rapport à combien tu faisais d'heures d'entraînement avant, puis combien tu vas en faire maintenant pour commencer. Puis ensuite, on progresse d'environ 10% par semaine. 10%, il faut savoir qu'on considère ça comme étant la charge de travail. Je vais faire ça simple. La charge de travail, c'est le volume, donc la quantité, multipliée par l'intensité. L'intensité, c'est la difficulté de ton entraînement. Donc, est-ce que je vais commencer par faire des bases à l'entraînement? Je vais pratiquer mon coup de patin pour commencer avant de me mettre à avoir des éducatifs plus compliqués à faire par la suite? Ou comment est-ce que je vais faire les choses? Bien, c'est vraiment dépendamment de chacun des sports avec une progression de 10% sur la charge de travail. Si je reprends un peu mon exemple de la course de tout à l'heure, si je me mets à faire du jogging demain matin, puis je vous disais tout à l'heure, si je vais courir 3 km tout d'un coup, ça se pourrait que mon corps ne soit pas content. Je suis mieux de commencer avec des intervalles de marche, de course, puis là, j'y vais tranquillement. Après ça, j'augmente un petit peu mon kilo. Je vais y aller à 1 km, après ça, 1,5 km, 2 km, et ainsi de suite,
pour arriver à l'objectif que j'ai de courir un 5 km, par exemple. Si je m'entraîne 20 heures d'entraînement d'habitude, bien, il va y avoir une progression de semaine en semaine où je vais augmenter mon niveau d'entraînement, mon nombre d'heures probablement, mes niveaux de difficulté dans mes mouvements, dans mes éducatifs pour reprendre 100% de ce que je suis capable de faire bien, au bout de plusieurs semaines. Puis on va se donner probablement l'été là, pour se sentir confortable dans notre entraînement là, pour la plupart des sports. Parce que si vous ne saviez pas ou vous n'aviez pas bien compris, pour à peu près toute la planète sportive, il n'y a pas de compétition qui va être faite d'ici à la fin de l'année 2020. Donc, on reporte la plupart des compétitions en 2021 et le calendrier va être vraiment ajusté en fonction de chaque discipline sportive et des réalités pour chacun. Donc, il n'y a pas de stress à avoir sur le retour à l'entraînement. On doit prendre notre temps, on doit construire nos mouvements, nos bases, nos sensations, une étape à la fois. C'est vraiment important d'être conscient de ça, puis il n'y a pas de presse. La presse la plus importante, là, c'est mon point plaisir, d'avoir du fun à revenir à l'entraînement, de revoir ses amis, de retrouver le feeling de s'entraîner, de se dépasser, des mouvements qu'on aime faire ou c'est ce qui fait que c'est notre sport et notre passion. Là, c'est ça qu'on veut retrouver le plus possible. Et c'est comme vraiment ça notre priorité numéro 1 en commençant. Donc, petite chose importante à comprendre au niveau de la progression, on va faire une progression qui va intégrer beaucoup encore de préparation physique. Fait que découragez-vous pas, il va en avoir de la préparation physique parce qu'on va vouloir vraiment s'assurer de ne pas mettre en danger les athlètes, mais de continuer à préparer le corps à reprendre le niveau de jeu, d'entraînement qu'il y avait avant qu'on soit forcé d'être arrêté. Donc ça va faire partie des plans. Et je sais que la plupart des équipes avec lesquelles je travaille vont insister sur le fait d'en faire à l'extérieur parce que c'est plus facile, il y a moins de règles d'hygiène difficiles à gérer quand on est à l'extérieur. C'est plus amusant aussi, on peut faire différentes choses. On va peut-être proposer des fois d'aller faire même des randonnées. Peut-être on va aller faire du kayak, on va aller faire du vélo, des petites sorties comme ça de sport, préparation physique, mais ludique, amusante, puis qui nous permet de faire autre chose aussi pour aller chercher aussi ce plaisir-là d'être ensemble avec nos équipes sportives, nos entraîneurs. Donc, ça, c'était pour l'aspect de progression. Donc, bien important de comprendre que ce n'est pas en retournant demain matin qu'on est top à notre niveau, puis tout le monde est dans le même bateau, toute la planète sportive au complet dans le même bateau. C'est vraiment comme ça pour tout le monde. Mais on est chanceux, il y a des connaissances qui existent, il y a de la science en arrière de ça, puis on est bien encadré. Là. J'ai vu comment les fédés ont travaillé, puis vraiment, c'est très bien. Alors, pour ce qui est de la visualisation, lorsqu'on retourne à l'entraînement avec la progression, pour les athlètes qui ont déjà été blessés, vous savez qu'on utilise la visualisation lorsqu'on est blessé pour pratiquer nos mouvements dans notre tête, pour essayer de revoir les mouvements puis d'essayer de les ressentir aussi. Quand on est bon en visualisation, on arrive vraiment à voir très clairement le mouvement comme si on était en train de le faire et de sentir des choses comme si on le faisait réellement. Il y a des vidéos que j'avais partagées sur les groupes où, en visualisation, certains athlètes arrivaient même à restimuler une augmentation des fréquences cardiaques qui était proche de la réalité de leur sport. Donc, quand on utilise plein de stratégies et de techniques comme ça et qu'on devient bon, c'est très efficace. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est très proche d'une efficacité d'un entraînement réel. C'est assez surprenant. Donc, si vous n'avez pas déjà entamé la visualisation, chers athlètes, ça serait le temps de commencer à vous y intéresser pour, je crois, accélérer votre retour à l'entraînement pour que les mouvements, les sensations reviennent plus rapidement. Donc, il y a plein d'étapes pour arriver à maîtriser les concepts ou les techniques plutôt de visualisation. Et je peux vous donner une référence rapide. Là, Bruno Ouellette fait beaucoup de contenu, partage beaucoup d'articles sur la visualisation. Je sais qu'il est quand même assez connu dans le milieu, puis je trouve que son contenu est bien fait. Vous pouvez utiliser ses conseils pour essayer
d'acquérir un peu ces capacités-là. Puis un peu comme je parlais du développement personnel, bien, c'est quelque chose qu'on va acquérir maintenant puis qui va nous servir pour toujours, pour tout notre cheminement en tant qu'athlète. Et je pense que ça vaut la peine de mettre un petit peu de temps là-dessus en ce moment. C'est sûr, les athlètes un petit peu plus jeunes, là, je dirais en bas de 12 ans, ça prend un petit peu plus de patience pour intégrer les concepts. Puis ça va peut-être prendre beaucoup d'encouragement de la part des entraîneurs et des parents pour arriver à le faire, mais juste de pratiquer des petites choses comme le soir avant de te coucher, visualise que tu rentres dans le gymnase et que tu vois tes entraîneurs, tes amis, qu'est-ce que ça sent quand tu rentres dans le gymnase à l'entraînement? C'est quoi les bruits que tu entends? Il y a des petites choses particulières qu'on peut éveiller les sens puis qui vont aider à faire un cheminement vers une visualisation efficace aussi. Donc, ça, c'était pour la visualisation. Encore une fois, si vous avez besoin de références, quoi que ce soit, vos entraîneurs ont certainement des petits trucs à vous donner. Sinon, moi, j'en ai aussi que je peux vous fournir assez facilement. Et on ne gêne pas, la visualisation, on peut en faire à tous les jours sans aucun problème. Aucun risque de blessure, sauf si tu te pitches en bas de ton lit, mais sinon, ça va super bien, pas de risque de blessure là-dedans. Et vous pouvez même imaginer des mouvements plus difficiles ou vous pouvez vous imaginer remporter la Coupe Stanley si vous voulez. Là. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la visualisation. Là. Vous êtes aux Jeux olympiques, vous gagnez une médaille d'or, vous avez le droit d'essayer de visualiser ce succès-là sans aucun problème. Super. Donc, on parlait du plaisir. Bien, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais sachez que s'il y a une conversation à avoir avec les entraîneurs et quelque chose sur lequel on doit miser, c'est vraiment de dire, OK, moi, ma priorité pour mon retour, c'est que j'aie du plaisir. Puis si vous voyez que les choses ne se déroulent pas dans cette notion de plaisir-là à court terme, posez des questions, échanger et vous êtes en mesure là, de peut-être intervenir là, auprès des entraîneurs pour s'assurer que ça se fasse dans cette dimension-là de plaisir. Parce que, bon, dans certains sports, là, il y a comme un genre de sentiment d'urgence de performer, il y a un sentiment d'urgence d'avoir perdu du temps précieux pour le développement des athlètes, pour le haut niveau particulièrement, ou même, je regarde au niveau du hockey, au niveau des sports d'équipe, il y a comme tout le temps 2 ans pour à peu près là, pour une catégorie d'âge et de perdre comme quasiment une saison comme ça sur le développement, bien, on peut avoir l'impression que ça va nous pénaliser beaucoup. Puis là, il y a un sentiment d'urgence qui s'installe et on va perdre de vue un peu la notion de plaisir à l'entraînement. Et ça, il faut être vraiment conscient que le sentiment d'urgence, il faut essayer de l'enlever un peu dans notre retour parce que ça va nous mettre trop de pression à tout le monde, ça va être plus difficile. Donc, ça m'amène à l'autre point au niveau des encouragements. Bien, c'est sûr qu'on a besoin, tout le monde, de s'encourager. Je dis ça comme ça parce que même pour moi, c'est pas facile d'être capable de travailler à distance comme ça, de garder tout le monde motivé, de trouver des idées différentes pour faire la préparation physique à la maison. Donc, je m'encourage, entre collègues, on s'encourage aussi à garder le focus. Vos jeunes vont avoir besoin d'encouragement pour le retour. Ça ne sera pas nécessairement facile, mais je sais que vous êtes capable. Et les entraîneurs aussi vont avoir besoin d'encouragement, dire qu'on a confiance en eux, puis qu'on va y arriver, qu'on va tout le monde travailler ensemble. Les dirigeants des clubs sportifs aussi, c'est pas facile. La réalité économique là, des organisations sportives, c'est pas évident en ce moment. Ça va avoir eu un impact là, pour beaucoup de sports. Donc, on a besoin de se soutenir, de s'encourager, de regarder aussi les aspects positifs, de focusser sur le plaisir, ce qui va nous amener au dernier point de la motivation. Et on en a tellement parlé avec Jean-Philippe. Avec Jean-Philippe, si jamais il y a des choses que tu voudras ajouter par rapport à la motivation après, n'hésite pas. J'avais vu que tu es arrivé dans la rencontre. Au niveau de la motivation, on a parlé aussi de réorienter nos objectifs, de revoir est-ce que l'objectif que j'avais, il est encore là? Si oui, bien, je l'espère en fait qu'il est encore là parce qu'il ne faut pas se décourager malgré la situation qu'on vit, mais que l'objectif nous permet de rester motivé. Mais on va peut-être prendre d'autres moyens pour s'y rendre. On va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Et juste pour vous donner une petite idée, là, je ne sais pas si il sera d'accord, cet athlète-là, mais ce matin, j'ai eu une conversation avec un athlète et il me mentionnait qu'il avait réalisé à quel point la perspective dans le temps venait de changer pour lui. C'est-à-dire que lui, en ce moment, il s'entraîne il espère
il espère encore pouvoir peut-être participer aux prochains Jeux olympiques qui ont été repoussés d'1 an. Et ils viennent réaliser que ben c'est pas grave si c'est pas cette fois-ci, ça sera dans 4 ans, puis j'ai du temps devant moi, puis je vais poursuivre mes études, je vais faire ça de telle façon et de s'enlever une sorte de pression pour avoir du plaisir à l'entraînement, puis de voir que ben, mon objectif est toujours là, il vient juste de changer de cadre, puis grâce au fait que j'ai pris du recul, peut-être que mon processus va être même plus agréable pour la suite des choses. Donc, c'est super positif de ce sens-là. Et pour les jeunes qui visaient des catégories d'âge, des niveaux très précis, tu sais, on sait qu'Équipe Québec, par exemple, si tu performes à tel âge, tu vas être sur les listes, ça te permet d'avoir accès à des bourses peut-être ou avec un support plus grand pour ton entraînement. Mais là, tu viens de peut-être perdre cette petite coche-là que tu avais où tu n'étais pas loin, puis là, ben, tu sais que tu es plus loin maintenant. Mais dis-toi que essaie de faire l'exercice de regarder les choses avec une perspective dans le temps. Tu sais, la plupart, je pense, des jeunes qui sont avec nous sont des adolescents, même des enfants, donc on a du temps. Okay? Il ne faut juste pas brûler les étapes, éviter d'avoir une progression qui est trop rapide puis créer des problématiques de blessures que là, ça va être difficile à gérer puis on ne pourra peut-être pas revenir en arrière, mais on va se donner le temps de bien faire les choses. Puis moi, je pense vraiment que quand on veut, on peut. La science de l'entraînement, elle est vraiment là pour nous servir. Elle est rendue très poussée. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, qu'on connaît, qu'on n'applique pas toujours par le fait qu'on est dans le sentiment d'urgence, mais là, on a du temps. On a pris un recul, puis c'est vraiment important de se poser des questions, puis de se dire qu'on veut bien faire les choses. C'est comme, je vois ça un peu comme une deuxième chance de construire nos bases. Tu sais, on a comme un petit peu perdu nos mauvais plis, puis on a la chance de peut-être reconstruire certaines choses. En plus qu'on a peut-être pour certains grandi, peut-être fini notre poussée de croissance. Donc, ma petite phrase de grandi, puis après on va s'entraîner, bien, il y en a pour qui ça va être une réalité. Donc, ça va être quelque chose de positif aussi pour la suite. Mais si vous avez besoin d'aide pour revoir, recadrer un peu les objectifs d'entraînement, il faut en parler aussi à vos entraîneurs. Tu sais, soyez aussi honnête là-dedans. Si vous voyez que peut-être votre objectif, c'était de faire partie d'Équipe Québec ou de faire partie de l'équipe nationale, puis que vous vous êtes rendu compte avec ce qu'on vient de vivre que bien, finalement, j'aime bien pratiquer mon sport, mais peut-être que l'objectif que j'avais, il n'est plus tout à fait là. Je ne vais peut-être plus atteindre aussi haut niveau qu'avant, puis c'est correct, là. T'sais, le sport, là, c'est là pour nous faire vivre des super belles expériences. C'est sûr quand on avance dans notre sport, c'est le fun de pouvoir vivre des compétitions internationales ou de pouvoir participer au championnat canadien, de pouvoir participer à des tournois prestigieux, remporter des tournois prestigieux, peut-être même recevoir des bourses d'études en lien avec notre sport. C'est toutes des super belles choses. Puis je pense que le sport de haut niveau nous permet de vivre tout ça, mais il faut aussi se donner une perspective dans le temps, comme je vous disais, puis de voir si c'est toujours ça qui nous passionne, là, puis qui nous allume en dedans par rapport à ça. Jean-Philippe, j'ai vu que tu as ouvert ta caméra. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur la notion de motivation? Oui, mais d'abord, avant tout, je vais me présenter. Jean-Philippe Lajoie, je travaille avec Maryse Allard à la Clinique Gravité puis au Centre de médecine sportive de Laval. Je suis kinésiologue, mais aussi agent d'athlète professionnel. Il y a un point important que Maryse a apporté tantôt, puis j'écoutais ça tout le long. Ça, c'est le point sur lequel que j'ai beaucoup élaboré au cours des derniers mois. C'était effectivement la question de la motivation, que ce soit pour, disons, des adultes non-athlètes, population symptomatique qui pratiquent un sport et qui perdent un peu la motivation étant donné que ce n'est pas des athlètes professionnels puis ils n'ont juste pas d'objectif de tournoi ou de compétition, mais plus précisément pour les jeunes qui souhaitent faire partie d'une équipe ou qui doivent faire partie d'une équipe pour se qualifier à un prochain niveau ou qui souhaitent justement participer à un tournoi d'une grande envergure ou d'une compétition d'une grande envergure. Ce qu'on a réalisé, surtout dans ce gros débat-là sociétal, effectivement, c'était l'importance de la notion du temps. Et puis, ce qu'on a eu, surtout au cours des derniers mois, c'était justement du temps pour se recentrer, du temps pour réaligner les objectifs et surtout du temps pour s'entraîner. Alors, pour la notion de motivation, là, en ce qui a trait à
la participation à une compétition ou l'obligation, disons, soi-disant, de faire partie d'une équipe pour se rendre au prochain niveau. Ce qu'il faut comprendre, le plus important, c'est de maintenir une courbe de progression relativement stable ou relativement tout le temps vers le haut, disons, dans le but de continuer à progresser. La progression, c'est ce qui est le plus important et non forcément, comment dirais-je, l'atteinte très spécifique d'un objectif qui va faire en sorte qu'on va penser qu'on va se rendre au plus haut niveau. Comme que je mentionnais à plusieurs jeunes, celui qui va sortir du dilemme ou de la période de confinement actuelle, c'est celui qui n'a jamais vraiment arrêté de s'entraîner. Parce que l'acceptation du fait qu'il n'y a pas de compétition, l'acceptation du fait que nous faisons tous partie de cette réalité maintenant, va simplement faire en sorte que le terrain de jeu est maintenant nivelé pour pas mal tout le monde. Alors, celui qui continue à s'entraîner, celui qui réalise qu'effectivement la compétition qui est supposée d'avoir lieu cet été aura lieu dans 6 mois ou potentiellement dans 12 mois, lui permet maintenant plus de temps à s'entraîner. L'acceptation que maintenant le temps qui peut être utilisé maintenant doit être fait à bon essor plutôt que de façon à s'asseoir et peut-être perdre la motivation sera, disons, un peu plus compliqué et non favorable pour l'athlète qui arrête. La meilleure chose maintenant à suivre, effectivement, comme que Maryse a mentionné tantôt, c'est d'essayer de maintenir le cap. Right? C'est d'essayer d'adopter l'habitude de l'entraînement en continu et puis de ne pas perdre cette habitude-là au cours des prochaines semaines, des prochains mois, étant donné qu'on vit dans une période d'incertitude puis on ne sait pas quand est-ce que les compétitions vont reprendre. Ça, c'est une discussion qu'on a eue souvent, plus précisément, je vous dirais plus au courant des dernières semaines qu'au courant des derniers mois. Il y a beaucoup de fédérations actuellement qui sont un peu dans, disons, on manque de direction parfois en ce qui a trait au retour au sport. C'est soit blanc ou soit noir. Maryse me l'a expliqué très bien au courant des dernières semaines. Il faut accepter la zone grise. Il faut accepter qu'on vit dans une zone grise. Il faut accepter et apprendre comment travailler à l'intérieur d'une zone grise. Alors, la redéfinition des objectifs, le maintien quasi quotidien de la pratique d'activité physique et de l'entraînement pour essayer d'atteindre maintenant cet objectif-là qui va avoir lieu. Il faut accepter que la compétition va avoir lieu. Pas tout de suite, mais un peu plus tard. Réaliser que ce temps-là, soit qu'on l'utilise pour soit arrêter de s'entraîner parce qu'on n'a plus la motivation, ou simplement accepter que le temps qui nous est offert devant nous, c'est comme un cadeau. Right? Accepter que tout le monde devant nous fait face au même dilemme, soit qu'on l'utilise, soit qu'on ne l'utilise pas. Travailler à l'intérieur des limitations, que ce soit une blessure qu'on doit essayer de faire face, puis là, on a plus de temps pour récupérer. Pas d'accès à une salle d'entraînement, fait qu'il faudrait juste qu'on réoriente la façon dont on s'entraîne. Et ensuite, c'est, comme Maryse a mentionné tantôt, c'est d'essayer de se concentrer sur les choses qu'on est capable de changer, étant donné qu'on a plus de temps, que ce soit habitude alimentaire, gestion du stress, l'apprentissage sur l'entraînement, l'apprentissage sur le sport, le sommeil. Maryse a apporté un excellent point tantôt que j'y ai pensé au courant des derniers jours même, c'est que beaucoup des étudiants maintenant actuellement, que ce soit secondaire, cégep, ont une immense tâche d'autogestion. Ils n'ont plus de professeurs qui sont devant eux. Gestion d'horaire, gestion des devoirs, gestion des tâches, gestion de ça. Ça, c'est des choses qui se font maintenant par eux-mêmes. Comment est-ce que ces choses-là, la gestion des activités de la vie de tous les jours, va se traduire maintenant dans la gestion du corps, dans la gestion de la pratique d'un sport, dans la gestion de l'entraînement? Ça, c'est des habiletés qu'on retrouve je le dis plus communément chez les athlètes du plus haut niveau, que ce soit de la Ligue nationale, que ce soit les Olympiques, que ce soit la NBA, NHL. Bref, ça, c'est des capacités, ça, c'est des acquisitions que les jeunes peuvent faire actuellement dans une période où est-ce qu'il y a du temps de disponible et que ça se traduise, que ça se transforme en une meilleure version humaine, forcément une meilleure athlète, une meilleure version de l'athlète qu'on est en train de développer. Et celui qui en sort gagnant, ça, je le répète quasi à tous les jours, celui qui en sort gagnant du dilemme qu'on vit actuellement, de la période, de la zone grise qu'on vit actuellement, c'est celui qui n'arrête pas. C'est celui qui n'a vraiment jamais arrêté. Je vous donne un meilleur exemple. Je représente des athlètes dans la MLS et dans la Canadian Premier League. Ça, c'est des ligues actuellement qui reprennent tranquillement pas vite avec des genres de tournois puis des saisons écourtées. La majorité des joueurs sont en plus ou moins bonne forme. Alors, celui qui a exploité le temps que nous avons donné, en fait, que le bon Dieu nous a donné 3 mois de vacances, celui qui a utilisé le meilleur, celui qui a plus
disons, exploiter le temps. Celui qui a pris la période, disons, le plus de temps dans une semaine pour s'entraîner, c'est celui qui va avoir la chance maintenant de faire partie d'un 11 partant. Même chose au hockey, celui qui, les NHL qui commencent avec leur nouveau format de 24 équipes dans une série. Si tu as un joueur qui était sur le 4e trio, 3e trio, qui souhaitait potentiellement participer au premier puis au 2e trio puis jouer sur le powerplay, si lui arrive plus en forme à un camp, c'est sûr que c'est lui qui va avoir la chance. Ça, c'est un genre de microcosme d'un sport en particulier qui peut très bien se traduire à n'importe quel autre sport. Les athlètes qui sont un peu, excusez-moi, qui sont fringe, qui sont sur le bord, là, right? Simple motivation, simple maintien de l'entraînement puis de la motivation. C'est dans les instances comme ça que du willpower, excusez mon anglais, pourrait faire une immense différence. Puis ça, c'est le message que je souhaite transmettre ce soir. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On va prendre les questions. S'il y en a qui ont des questions, juste ouvrir votre micro puis vous pourrez poser la question. Oui, moi, j'en ai une. Tu sais, pour Liana, mettons, à 10 ans. Tu sais, ma fille a 10 ans. Puis, c'est ça, tu sais, où est-ce que je commence, mettons, tu sais, pour commencer à performer, mettons, pour dire, OK, là, on va jouer au hockey ou elle commence à jouer au soccer bientôt. Tu sais, on fait de l'exercice, on va jouer au baseball, on joue au soccer ici et là. Mais tu sais, on a commencé, il y a 2 jours, on a fait un 2 km. C'était un petit peu trop pour, tu sais, comme stepper un peu. Elle dit, hey boy, OK, c'est plus rough qu'elle pensait, disons. Tu sais, on dirait qu'elle a tout le temps couru sur un terrain de soccer et tout. Puis là, le 2 km, c'était comme pas. OK, elle a vu que c'était rough, tu sais. Fait que je me demandais où est-ce que je commence, puis où que, mettons, c'est quoi les limites, mettons, je peux apporter dans tout ça. Là, puis ça va être bon pour n'importe quel enfant, mais tu sais, pour elle à 10 ans. Là. En fait, un petit truc vraiment facile qu'on peut mettre en place à cet âge-là, c'est de faire des petits blocs d'entraînement d'une quinzaine de minutes où on va travailler quelque chose de spécifique. C'est-à-dire que, par exemple, pour le hockey, on va vouloir développer à cet âge-là beaucoup la vitesse. On va vouloir développer la coordination, l'équilibre. On va pouvoir développer la stabilité. Donc, on va travailler des petits blocs de 15 minutes qui vont aller travailler chacune de ces habiletés-là séparément. Par exemple, un 15 minutes où on va faire de la vitesse. Fait que super facile. On prend une échelle, on dessine une échelle par terre, on prend des vidéos YouTube, puis on y va, puis go, on va le plus vite possible, on fait des drills, puis le but, c'est de ne pas se tromper. On fait ça pendant une quinzaine de minutes avec des pauses parce que c'est quand même assez rushant. On prend des gorgées d'eau parce qu'il fait chaud, puis on y va avec ça. Après ça, on peut se faire un petit 15 minutes. OK, peut-être on peut travailler le cardio mais pendant 15 minutes. Fait qu'on va faire des tours de bloc peut-être, avec des pauses. C'est plus en sorte de lap comme ça qu'en kilos, parce que avant 12 ans, tu sais, comme même Amelia à 11 ans, elle trouve ça difficile de faire la course. Bianca, là, je la vois, là, je vois son petit visage là, dans la caméra, elle n'aime pas ça non plus courir. Quand on fait les courses là, à la Trampo, on fait des tours de complexe, puis j'avouerais que j'y pousse là, parce qu'on a des plus vieux qui doivent s'entraîner comme ça aussi, mais pour les plus jeunes, c'est difficile. Puis pour ce qui est de travailler l'équilibre, le maniement, bien juste avec le bâton, faire du maniement en équilibre sur un pied, en squat, des petites choses toutes simples comme ça, mais de les répéter souvent va avoir un impact vraiment important. Puis c'est ces petites bases-là qu'on veut construire tranquillement, pas vite. OK. Merci. J'allais juste mentionner quelque chose à votre point, M. Lebeau. Surtout à cet âge-là, 10 ans, là, corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est votre fille qui va courir 2 km puis elle trouve ça long un peu. Ouais. Son sport actuellement est encore à la recherche du sport. Ben là, elle joue au soccer puis elle aime bien le hockey aussi. Là. Fait qu'elle fait les deux sports. Là. Fait que disons courir autour d'une track, là, ça l'ennuie. Ça, ouais, mais tu sais, courir avec un ballon, c'est correct. Exact. Le plus important, c'est vraiment le point que Maryse a apporté. Si votre fille aimerait avoir du plaisir, il faut que ça ressemble vraiment spécifiquement à l'acte de courir après le ballon et d'avoir du plaisir. Parce que l'idée à 10 ans, c'est du pur plaisir. C'est du pur plaisir, puis si moindrement vous êtes futé un peu rusé, là, vous allez voir, ma fille est plus endurante, un peu plus puissante, puis on peut essayer de guider vers un sport, mais encore une fois, ça marchera plus ou moins si l'enfant ne s'étend pas. Mais plus que ça ressemble à le mouvement spécifique à quoi elle va jouer, elle pourrait facilement courir 2 km sur un terrain si vous faites courir autour d'une balle, puis c'est le même effet physiologique. Ouais. Mais toujours dans l'optique où est-ce qu'il y a l'indice de spécificité, le principe du plaisir. Puis si 2 km, c'est bien trop long, là, divise-le en blocs, définitivement. OK. Puis juste pour aller chercher
une motivation. Tu sais, comme au hockey, là, on n'est pas en veille de jouer vers un petit bout. Mais tu sais, juste dire, mettons, hockey, tu peux faire partie tantôt, tu sais, du 2, tu peux faire partie, mais comment tu peux apporter ça à un enfant de 10 ans, mettons? Tu sais, comme, tu sais, Liana joue au hockey, puis qu'elle joue au hockey, puis elle aime ça, puis c'est tout, ça s'arrête là, puis c'est correct. Tu sais, moi, je trouve ça bien correct. Mais tu sais, aller chercher tranquillement un certain objectif, puis tu sais, dire, OK, bon, regarde, quel objectif tu veux fixer, quel objectif, c'est quoi tes motivations dans tout ça? Comment tu emmènes ça à un enfant de 10 ans, 11 ans, tu sais, ainsi de suite? Je m'attendais exactement à cette question-là parce que c'est des discussions que j'ai eues justement avec des joueurs pros, avec des coachs du haut niveau puis avec d'autres agents. Le plus important, c'est surtout à l'âge de 10 ans, puis je ne sais pas si vous avez joué, M. Lebeau, mais moi, j'ai joué au hockey pendant une couple d'années, là, puis à mon âge, il fallait faire le 3. Il fallait faire le Pee-Wee 2A. Puis il fallait jouer dans le Bantam 2A. Sans ça, ça ne valait pas la peine de continuer. Ça, malheureusement, c'est une illusion, puis c'est une réalité qui est complètement inexistante. Oui, c'est plus comme ça un peu. Le plus important, surtout en 2020, où est-ce qu'il y a plusieurs mécanismes et, disons, plusieurs chemins qu'un athlète professionnel peut tracer pour se rendre au plus haut niveau. C'est très rare maintenant qu'on va voir un gars, très rare. C'est beaucoup moins commun de suivre, disons, la trajectoire du 3, 3, 3, 3, 3, midget espoir, le junior majeur, puis ensuite se faire repêcher dans la ligue, puis ensuite connaître une carrière d'une dizaine puis d'une quinzaine d'années où est-ce que, tu sais, signé des contrats, puis il a fait un bon montant d'argent, puis on a fait les séries, puis une carrière, tu sais, notable. C'est très rare, ça. Right? Le plus important, puis ça, c'est pour tout sport confondu, c'est simplement le maintien de la pratique du sport pendant le plus d'heures possible, pendant le plus de semaines possible, pendant le plus de mois possible, pendant le plus d'années possible. La courbe de progression doit tout le temps être une parabole vers le haut. Il faut que ça soit linéaire, tout le temps, peu importe le niveau. Okay. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de mécanismes, encore une fois, beaucoup de chemins qu'un athlète peut tracer pour se rendre justement au plus haut niveau. Que ce soit simplement par l'hockey civil, que ce soit par les collèges ici, prep school, que ce soit par des genres de sport-études qui sont organisés, que ce soit par des sports-études avec l'invitation de scout, que ce soit par du pur talent où est-ce que le jeune progresse, puis qu'il se rend, que ce soit par l'encadrement d'un certain personnel traitant de la santé qui va lui permettre de bâtir des aptitudes physiques en plus de travailler le talent qui est un peu plus ou moins inné. Très, très, très rare qu'on va voir le fameux tracé du 3A, 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 junior majeur, pro. Alors, le plus important, puis ça, encore une fois, M. Benoît, là, ça, c'est une discussion qui pourrait encore durer des heures et des heures et des heures. Mais il y a 1 million de facteurs extrinsèques qui pourront faire en sorte que votre jeune se rende au plus haut niveau sans forcément être le joueur le plus, entre guillemets, talentueux à l'âge de 10 ans. Vois-tu, que ce soit développement de capacités physiques acquis dans un autre sport de l'âge de 10 à 15 ans, que ce soit une meilleure compréhension du sport qui s'est faite au courant des 5, 6, 7 ans que je serais chargé à 17 ans, que ce soit la pure chance ou la pure coïncidence qu'il fasse une équipe et qu'il rencontre quelqu'un qui l'invite à une équipe. Fait que le plus important, je dirais, Benoît, le plus important, c'est joue, aie du fun. Puis, encore une fois, utilise tous les... Moi, j'appelle ça des hacks en anglais, comme des cheats un peu. Utilise tout ce que tu peux essayer à chercher de l'extérieur pour essayer de faire en sorte que tu deviennes meilleur. Right? Mais le plus important, c'est la courbe de progression doit tout le temps être linéaire. Si tu joues dans ton 2A puis tu es sur le banc, tu ne progresses pas. Il faudrait mieux jouer peut-être dans le 2B puis de jouer constamment, comme ça tu progresses. Puis potentiellement avoir la chance. Oui, je pense que ce qui est important, en fait, ce qui sous-tend ce que tu viens d'expliquer là, c'est d'apprendre aussi que le processus de l'entraînement fait partie du sport. Puis là, en ce moment, les jeunes sont obligés d'apprendre ça parce qu'il faut qu'ils aient retrouvé un plaisir à pratiquer, pas juste à jouer des games. Dans le cas de Diana, elle, son plaisir, c'est de jouer une game. Sauf que là, le défi d'Hockey Québec, c'est d'être capable d'enseigner aux jeunes que le plaisir est aussi dans ton apprentissage, dans ton dépassement des gestes techniques. Même Amelia a un petit peu de difficulté dans cet aspect-là, mais
on peut utiliser des petits trucs de motivation extrinsèque avec des genres de challenge où, OK, je te fais ta rondelle de POC, puis tu lances tes POC une fois par jour. Tu vas voir, tu vas devenir meilleur. Puis là, à un moment donné, ils vont comme catcher parce qu'ils vont le répéter, parce qu'au début, ils ne croient pas pantoute. Là, ils vont répéter. Puis là, ils vont faire, OK, j'ai fait ça tous les jours. J'ai eu mon collant à tous les jours parce que j'ai fait ma rondelle ma chaudière de POC. Mais crème, je suis rendue bonne. Puis là, après ça, je suis rendue bonne, puis je suis bonne dans les pratiques, puis c'est le fun parce que je m'améliore. Ils vont s'en rendre compte d'eux-mêmes. Puis là, après ça, quand les matchs vont arriver, ils vont faire des top corners, puis ils vont dire, Colin, comment ça, je suis rendue bonne de même? Ben oui, ben tu as pratiqué. Fait que le processus va comme créer l'apprentissage qui permet d'arriver au bout avec un athlète qui n'était pas nécessairement celui que tu as ciblé parce qu'il avait du talent naturel, parce que lui, il la mettait direct dans le net, fait tout seul. Mais parce que là, tu as appris à t'entraîner. Puis ça, c'est des valeurs qui sont aujourd'hui tellement recherchées dans le milieu sportif parce qu'on sait que c'est ça la différence. T'sais. Ah, c'est ça, le truc d'Amelia, une chaudière de POC par jour, c'est ça? Okay, je prends des notes. C'est plus celle-là à son frère, le truc. J'ai pas réussi à l'embarquer encore, mais je pense que ça a des moyens de motivation. Good. Joanie, est-ce que vous aviez une question? Oui. Est-ce que, à un moment donné, j'ai peur que ma fille s'entraîne trop? Tu sais, elle est toute petite, elle a 8 ans, elle n'est pas en sport-études, puis il y a beaucoup de musculation, puis j'ai comme peur d'atteindre un plateau où elle en fait trop, puis qu'elle va peut-être se blesser ou se décourager. Mais là, en ce moment, avec les entraînements qu'on fait, je pense que c'est avec Gymnascentre, là, dans votre cas, il n'y a pas trop de problématiques avec ça, parce que, bon, elle faisait au moins 5-6 heures semaine déjà. 6, oui. Ben, elle faisait aussi du cheer puis du cirque. Fait que, voilà. on était à l'œuf. Fait que si on compare ce qu'on fait actuellement, on n'utilise pas de charge parce qu'on n'a pas vraiment de poids à la maison, on fait des squats, tout ça. À moins qu'elle vous mentionne qu'elle a des douleurs au genou, ça, c'est dû à une mauvaise exécution du mouvement qu'on ne peut pas corriger par caméra tant que ça. Je ne m'inquiéterais pas trop parce que déjà, le volume d'entraînement est vraiment en deçà de ce qu'elle fait habituellement et des impacts surtout qu'on fait, mais très peu, juste pour arriver à un certain maintien. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Si on était en train de surcharger avec des poids, plus que son poids de corps, beaucoup, là, je vous dirais oui, inquiétez-vous. Tu sais, comme des fois, il y a le fameux CrossFit là, qui est utilisé pour mettre en forme les jeunes, puis souvent, on utilise des surcharges de poids pour faire des tractions. Là, je dirais peut-être qu'on s'inquiète, mais c'est pas dans ce qu'on fait comme type d'entraînement. Là. Ouais, de toute façon, on varie quand même. Là. Il y a le vélo. Là, elle va commencer à jouer au soccer pour la première fois parce qu'il n'y a rien d'autre. Tout à fait. J'essaie de varier quand même un peu l'offre. Parfait. Peut-être qu'elle va aimer d'autres choses aussi, on ne sait pas. Là. Exact, c'est ça qu'il faut faire. C'est exactement ça qu'il faut faire en ce moment. C'est la bonne chose. Ça, c'est... Oui, je vais juste ajouter au point à Maryse, Mme Marceau. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Une chose que vous pouvez faire en tant que parent, bel et bien sûr, c'est apprendre puis essayer d'être la plus vigilante possible pour détecter les signes du surentraînement, que ce soit quand elle pratique son sport puis vous voyez que les mouvements ou les gestes sont un peu plus lents, de la fatigue, des douleurs, puis ensuite adresser potentiellement un genre de surentraînement avec les préparateurs physiques ou les entraîneurs. Votre fille ou votre fils pratique quel sport, Mme Marceau? Ma fille est gymnastique. Ma fille est gymnastique. Et honnêtement, je suis surprise qu'elle suive autant. Je me serais attendue à ce qu'elle se décourage avant, là. Mais non, j'ai dit, tu as un entraînement de 3 heures, puis OK, elle finit son jeu d'ordinateur, elle descend, puis elle fait ses affaires. C'est bon, bravo. Dans quel sens? Excusez-moi de vous interrompre. Dans quel sens vous êtes surprise qu'elle maintienne le rythme? Je me serais attendue à ce qu'elle fasse « Ah, ça me tente plus. Ah, c'est plate, ça mène à rien. » Mais non, elle le fait. Puis elle fait mieux qu'elle faisait il y a 1 mois ou 2. Oui, j'ai remarqué c'est devenu l'habitude. Puis cool. Elle m'a un programme aujourd'hui. Ah, c'est cool, ça. Elle aime le sport? Elle aime oui. Elle aime tous les sports. Tout. Bien, ça. Mais super. Bravo! Hey, c'est le fun ce que vous venez de dire là. C'est un super beau partage. Alors, en terminant, j'aimerais remercier vraiment tout le monde de la participation à ce webinaire. Merci pour les questions super pertinentes. Un merci spécial à Jean-Philippe Lajoie, kinésiologue de chez Gravité, d'avoir participé à la rencontre. Et n'hésitez pas à me poser vraiment toutes les questions que vous pourriez avoir et à échanger avec moi sur les médias sociaux. Ça me fait toujours plaisir de savoir où est-ce que vous en êtes, de savoir comment vos enfants évoluent aussi dans le sport.
Et suivez-nous sur nos pages Facebook, Centre d'entraînement Gravité, Maryse Allard, ma page Facebook professionnelle et personnelle. Et on se revoit bientôt. Au revoir!